Retour dans ce BFM politique avec ce face-à-face entre vous, Ségolène Royal, et vous, Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonsoir, vous êtes députée UMP de l'Essonne, conseillère de Paris et ancienne ministre de l'écologie. Vous êtes deux femmes de conviction, toutes les deux vous comptez, chacune dans votre camp, deux femmes libres et deux écologistes, je le disais, puisque depuis longtemps, vous l'êtes. Vous, Ségolène Royal, vous étiez déjà ministre de l'Environnement en 1992, et vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous étiez en 2007 secrétaire d'État chargée de l'écologie et surtout ministre de l'écologie en 2010. Et on pourrait dire que l'écologie, on pourrait l'imaginer, c'est au-dessus des clivages. Et on se rend compte que pas tant que ça, qu'il y a quand même deux visions de l'écologie. Et l'exemple le plus évident, et je voudrais d'ailleurs qu'on commence par là, c'est l'écotaxe. Vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous avez porté l'écotaxe, c'était un de vos projets. Et vous, aujourd'hui, Ségolène Royal, vous l'enterrez. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est à vous. Vous avez 40 minutes, vous serez face à face et vous vous parlez le plus directement possible. Alors, peut-être que, puisque vous parlez d'écotaxe, je pourrais vous dire pour commencer que, en effet, moi je trouve que l'écologie, ça devrait dépasser les clivages. Et sur un sujet comme celui-là, et d'ailleurs sur les sujets qui font le cœur de l'écologie, qui nous obligent à affronter des lobbies, on aimerait pouvoir se retrouver. Et c'est peut-être pour ça que je vous en veux beaucoup sur l'écotaxe. C'est qu'en fait, il y a un reniement terrible. Il y a un reniement terrible dans votre position. Alors, vous n'êtes pas la seule à vous être reniée. Il y a des gens qui se sont reniés partout sur l'écotaxe. Mais vous, comme Apolline de Malherbe, et je vous crédite de ça, vous avez une vraie conviction écologique, je le crois. Et d'ailleurs, vous avez défendu l'écotaxe. En 2007, c'était dans votre programme pour la présidentielle. En 2010, du temps du gouvernement Fillon, vous faisiez un communiqué de presse pour presser, pour dire ça va pas assez vite la mise en place de l'écotaxe. En 2011, après la signature du contrat, vous le souteniez dans une interview à Greenpeace. Donc vous étiez pour. Et puis là, reniement, vous retournez et vous le faites en reculant en race campagne, en reculant devant les camionneurs comme quelques semaines avant, vous avez reculé devant les pilotes d'Air France. Et je trouve que c'est le pire des signaux. Vous le faites en renonçant au principe pollueur-payeur, parce qu'en renonçant à la fiscalité verte, vous renoncez au principe pollueur-payeur, qui est fondateur dans l'écologie. Vous le faites en renonçant à la parole de l'État, qui est la crédibilité de l'État. Bref, vous reniez sur ce sujet qui pour moi est un sujet majeur important. Commençons tout de suite par ça. Alors je trouve que vous avez pas mal de toupet quand même, parce que l'écotaxe a été voté quand, en 2008 ? Le Grenelle, oui, en 2008. 2008. Et vous êtes parti en quelle date du ministère ? Ah, j'étais secrétaire d'État au moment du Grenelle 1, et après j'étais ministre entre 2010 et 2012. Donc vous avez eu 4 ans. C'est bien ça. Non, parce que j'étais pas entre les deux dans le même ministère. Mais c'est pas grave. Ou le gouvernement. Donc le gouvernement de Fillon a eu 4 ans pour mettre en place soi-disant une excellente décision. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous croyez que ça m'amuse? Vous croyez que ça m'amuse, moi, d'avoir eu à gérer, en arrivant en tête de ce ministère, ce dispositif inappliqué et inapplicable? Alors, ne mélangez pas tout. Je crois que sur le principe même, et je l'ai dit tout à l'heure avant que vous n'arriviez, je suis la première des ministres de l'Environnement qui ait créé une fiscalité écologique avec éco-emballage. L'écotaxe, dans le principe, personne ne l'a contesté. Il a même été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire le fait de dire que grâce à un prélèvement, on va provoquer des bonnes pratiques moins polluantes, personne ne le conteste. Le principe pollueur-payeur, il est inscrit dans notre principe du droit. Le principe de l'usager financeur également. Le problème, c'est le dispositif que vous avez mis en place. Le dispositif des portiques, le dispositif de contrat avec une société qui prélève l'impôt avec un coût exorbitant, comme l'ont montré les rapports parlementaires. Bref, si ce dispositif était aussi vertueux que vous le dites, mais il serait déjà opérationnel. Vous pouvez pas dire tout il serait déjà opérationnel depuis 2008. Vous pouvez pas dire tout. Qu'est-ce qui explique qu'il n'a pas été que vous ne l'ayez pas mis en place? Vous pouvez pas dire d'un côté ça n'allait pas assez vite, comme vous le disiez en 2010, et de l'autre, ah ben maintenant que c'est prêt. Et Dieu sait que vous en avez fait des retards depuis 2012, d'autres dans les gouvernements que vous souteniez. Maintenant que c'est prêt, non, finalement on renonce. Pourquoi c'est si important? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez souligné, les camions étrangers, les camions ne payent pas tout ce qui coûte à la route. Et notamment, les camions étrangers ne payent rien. C'est-à-dire qu'un camion qui transporte des tomates espagnoles, des endives néerlandaises, il peut faire le plein avant la frontière,
c'est-à-dire qu'il ne paiera pas de taxes en France, il les paiera ailleurs, et puis il traverse la France, il vient cracher ses oxydes d'azote sous nos fenêtres, il vient abîmer les routes, parce que les camions détruisent beaucoup les routes, et ça, ce sera payé par le contribuable, et il repart. Et c'est pas pareil, comme ça, dans tous les pays européens, il n'y a pas de fatalité. Le camion polonais qui part de Pologne, quand il traverse l'Allemagne, il paye une écotaxe. Il paye une écotaxe même assez chère. Et quand il arrive en France, c'est open bar. Et vous voulez que ce système perdure? Non, je veux un système efficace. Et rassurez-vous, nous allons trouver un système efficace. Mais une nouvelle fois, je voudrais vous dire quel dommage que vous ne l'ayez pas mis en application, ce qui prouve que le dispositif n'était pas si facile à appliquer que cela. Vous savez, un impôt pour être bien payé, il faut qu'il soit accepté. Il faut qu'il soit accepté. Et le dispositif que vous avez mis en place, et notamment la possibilité pour les camions de répercuter sur les chargeurs l'écotaxe, a mis le vice dans le dispositif, parce que ce n'est pas le producteur de fruits et légumes qui va être obligé de payer l'écotaxe. C'est ça que vous avez fait. C'est vous qui avez cédé au lobby des camions, parce que vous avez... Attendez, je ne vous interromps pas. Oui, je sais que c'est votre méthode, mais je ne vous ai pas interrompu. Oh non, Mme Royal, vous ne pouvez pas dire ça. Alors, allez-y, continuez, si on ne peut pas parler. C'est vous. Ne vous lancez pas là-dedans. Alors, écoutez, est-ce que oui ou non, vous avez autorisé la répercussion de l'écotaxe sur les chargeurs avant de quitter le pouvoir? La réponse est oui. Donc c'est vous qui avez reculé devant les lobbies. L'importateur, c'est fou. N'importe quoi. L'importateur de tomates espagnoles, c'est un chargeur. Non, je parle des producteurs français. L'importateur. Mais moi, je vous parle de tous, parce que c'est tous qui sont concernés. L'importateur de tomates espagnoles, c'est un chargeur. Le soir où vous avez renoncé à l'écotaxe, il y en a qui ont sabré une champagne. Ce sont les transporteurs internationaux. Vous voyez, les camionneurs, ils peuvent mettre maintenant dans leur petite cabine, épingler votre photo, parce que finalement, c'est à eux que vous avez renoncé à les faire payer. En fait, vous avez dit à des pollueurs, vous ne serez pas les payeurs. Et ce faisant, vous condamnez les Français à payer, parce que de l'écotaxe, on attendait 900 millions nets par an. Que n'avez-vous pas fait? Quel dommage, vous êtes si compétent. Et quel résultat? C'était prêt, Madame Royal. Vous avez renoncé, vous avez renoncé à la parole de l'État. Ça a été négocié pendant des années. Après, il y a eu des contentieux, vous le savez très bien. Et tout ça a été validé. Vous avez jeté le doute, vous avez cherché à jeter le doute sur ce contrat. Il y a eu une mission d'information, il y a eu une commission d'enquête. Tout ça a été validé. C'était prêt. Et pourquoi c'était bien? C'était bien parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation absurde. Tout était parfait dans le meilleur des mondes. Vous avez demandé aux Français c'est pour m'amuser que j'ai suspendu. Non, je pense que c'est tout simplement parce que vous avez eu peur. Vous avez reculé contre les routiers, comme vous aviez reculé contre les pilotes d'Air France. Absolument pas. Peut-être que, étant la 4e ministre de l'écologie des gouvernements Hollande, vous vous êtes dit aussi, il va m'arriver la même chose qu'à Delphine Batho, il va m'arriver la même chose qu'à Nicole Bricq, et vous avez renoncé. Le problème, c'est que ça envoie un signal au lobby qui est qu'en France, il suffit de menacer de bloquer, et le gouvernement cède. Voilà, on va s'occuper de cela avec sérieux et détermination, avec des résultats, et on va s'occuper aussi des concessions autoroutières que vous avez privatisées, et on va, figurez-vous, faire un lien. Attendez, et on va faire un lien. On verra. Sur cette question, on va faire un lien. On va discuter. Alors sur cette question, moi je voudrais maintenant qu'on élargisse, parce que vous avez cédé aux routiers et que vous avez eu peur. Oui, écoutez, moi je ne vais pas m'enferrer dans la question de l'écotaxe. Je suis aux responsabilités, donc nous allons trouver une solution pérenne, une solution juste, une solution efficace, une solution qui ne se défile pas et qui ne répercute pas sur les chargeurs la responsabilité du pollueur-payeur. Et nous allons faire le lien avec la question des autoroutes, parce que le manque à gagner dû à la privatisation des autoroutes, c'est ça aussi qui a suscité la mise en place de l'écotaxe. Moi je voudrais revenir à des choses quand même plus fondamentales, et notamment sur la loi de transition énergétique. Je voudrais vous demander, vous avez voté pour la loi de transition énergétique, puis vous avez fait rectifier votre vote. Non, pas du tout, j'ai voté contre. Vous avez voté pour, et vous avez... J'ai là le J'ai voté... Je n'ai pas... La vérité, c'est que... Vous avez voté pour, et ensuite vous avez fait rectifier votre vote. J'étais pas dans l'hémicycle au moment du vote, parce que j'avais pas entendu la sonnette. J'étais devant, j'ai couru dans l'hémicycle. Donc ça n'avait pas été enregistré, et j'ai demandé immédiatement à ce que mon vote soit enregistré. C'est parce que vous n'étiez C'était parce que j'étais devant l'hémicycle, et donc il n'y a jamais eu de vote pour. Et j'ai toujours dit très clairement, je votais contre. Si vous m'aviez entendu... Vous n'étiez pas dans l'hémicycle, c'est vrai, vous êtes venu très peu de temps dans ce débat, c'est dommage. Oh, Madame
Madame Royal. Parce que les socialistes ont voté... Je comprends pourquoi vous discutiez avec vos collaborateurs le soir où je parlais. Il était la nuit, on était entre la nuit de mercredi à jeudi. Vous êtes venu en effet une demi-heure dans l'hémicycle. Il était 1h30 du matin, c'est faux, j'étais toute la soirée. Mais peu importe. Madame Royal, ce que je veux dire par là, je voudrais vous poser une autre question. Vous ne m'écoutiez pas. Si vous m'aviez écouté, vous sauriez pourquoi je votais contre. Et quelles étaient mes propositions pour améliorer. Pourquoi est-ce que sur des sujets comme cela, il ne peut pas y avoir d'unité nationale au-delà des clivages politiques? Les socialistes ont voté le Grenelle de l'environnement, malgré les imperfections. Ils ont voté le Grenelle de l'environnement parce que nous avons considéré à l'époque que la grande cause de l'environnement méritait des alliances. Là, les centristes se sont abstenus. Je trouve ça d'ailleurs assez courageux de leur part. Pourquoi est-ce que, même peut-être pas forcément toute la loi, mais alors que j'ai pris soin, moi, dans la co-construction, j'ai pris un certain nombre d'amendements de parlementaires UMP, pourquoi est-ce que sur des sujets comme ça, il n'est pas possible d'avoir des convergences de vues, de dépasser des clivages politiques, de se dire que nous préparons ensemble le futur, même s'il peut y avoir des ajustements, puisque nous nous projetons en 2030 et même en 2050 en ce qui concerne la diminution de la consommation énergétique. Sur les énergies renouvelables, je ne pense pas que nous ayons de divergences. Sur la question de la performance énergétique des bâtiments, non plus. Sur le nucléaire, il y a eu des divergences, ça c'est vrai. Mais sur les autres sujets, sur l'économie circulaire, on a fait un pas considérable. C'est la première fois que la loi conforte l'idée d'économie circulaire, de croissance verte, de territoire à énergie positive. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir des convergences? Moi, je pensais que vous auriez, sur certains titres de la loi, au moins, fait une unité nationale pour qu'on puisse avancer ensemble. Moi, j'ai jamais hésité à voter pour des lois présentées par la gauche quand je les pensais bonnes. Par exemple, j'ai voté pour la loi sur la réforme du ferroviaire, parce que c'est quelque chose que j'avais engagé comme ministre avec les assises du ferroviaire, et je pensais que cette loi était une bonne loi. J'étais très minoritaire dans mon parti politique pour le faire, ça se passait il y a quelques mois, mais je l'ai voté. Contrairement à vous d'ailleurs, par exemple, qui n'avez pas voté la charte de l'environnement, mais enfin passons. Mais là, cette loi, je ne l'ai pas votée parce que je partage l'opinion de Michèle Rivasi, députée européenne verte par exemple, assez largement, quand elle l'appelle poudre de perlimpinpin. Vous nous fixez des objectifs à 40 ans, mais ce gouvernement ne tient pas ses objectifs à 4 jours. Il y a quelques propositions qu'on peut partager dans la loi, par exemple le tiers garant, tout ça c'est des bonnes choses, mais surtout, il n'y a pas de moyens d'action, il n'y a pas de financement. Au même moment qu'on avance la loi, on a un budget qui est en chute, qui est le budget qui est le plus réduit de tous les budgets gouvernementaux. Et la même semaine, le président du comité de fiscalité écologique démissionne parce qu'il dit, écoutez, on ne m'écoute même pas, on ne me reçoit même pas, on ne répond pas à mes lettres. Cette loi, c'est ce que disait Michèle Rivasi, c'est de la poudre de perlimpinpin, ça sert à attirer l'attention avec des objectifs lointains, certes aimables, mais il y a un côté loi Miss France, c'est pas opérant. Une loi Miss France, c'est quand même rien. C'est dommage, je trouve que cette politique politicienne, ce mépris, cette condescendance... Vous pouvez pas écouter les critiques simplement. Non, mais c'est dommage, parce que vous citez une élue verte parmi d'autres, tous les Verts ont voté cette loi. Je suis d'accord avec celle-là. Donc vous ne pouvez pas être plus écologiste que les Verts, ou plus écologiste que certains socialistes qui sont adhérents. Non, parce que vous prenez... Vous voyez, c'est très politicien, ça, de prendre les déclarations d'une personne qui, en plus, n'était pas dans l'hémicycle, qui ne siège pas au Parlement français, qui n'a pas travaillé sur cette loi. Par rapport au groupe Europe Écologie, ils ont été là pendant tout le débat, nuit et jour, nuit et jour. En tout, nous avons travaillé plus de 200 heures entre les auditions, entre le débat parlementaire, entre les nuits à l'Assemblée. Nous avons travaillé plus de 200 heures, sans parler de la consultation du Conseil national de la transition écologique qui a voté ce projet, du Conseil économique et social environnemental, du Conseil d'État qui s'est penché là-dessus. Il y a eu 2 ans aussi de consultation nationale mais ce que dit dans Nathalie tout le pays. C'est que vous repoussez en quelque sorte à demain, à des délais trop lointains, les véritables changements. Mais vous pensez qu'il y aurait un score aussi important de vote d'une loi aussi stratégique si ce que vous dites est vrai? Je crois que Mme Rivasi ne connaît pas la réalité des choses. Ce score est très politique, vous le savez bien. Et si on veut rentrer dans le détail de la loi, il y a par exemple, je trouve quelque chose qui manque furieusement, c'est l'utilisation des outils numériques pour réduire notre consommation d'énergie. Vous voyez, cette loi, elle procède d'une vision, moi je trouve, assez passéiste de l'énergie. On se demande quel pourcentage on va mettre de nucléaire, quel pourcentage on va mettre de telle ou telle énergie.
Mais l'enjeu majeur, c'est bien de réduire notre consommation d'énergie. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et les outils numériques peuvent nous aider formidablement. Par exemple, avec le Grenelle de l'environnement, on avait lancé tout un travail sur la ville intelligente, des quartiers complètement intégrés dès leur conception pour réduire les flux d'énergie et de matière. Ça s'appelait éco-cité, éco-quartier, pour diminuer tout ce qui se passe en matière de déchets, d'éclairage, de consommation énergétique. Il n'y a rien dans la loi là-dessus. Un autre exemple, les entreprises, elles, peuvent bénéficier de tarifs adaptés. En fonction de l'heure du jour, le prix de leur électricité est très différent. Et ça, les particuliers pourraient l'utiliser avec leur smartphone, avec toutes sortes d'outils pour réduire leur consommation énergétique. Ce serait bon pour l'écologie et ce serait bon pour la facture d'énergie. Il n'y a rien sur la loi là-dessus. Je veux dire, elle est à la fois lointaine comme perspective et très insuffisante dans ces outils. Ségolène Royal, vous n'avez pas bien lu la loi, parce que tout cela s'y trouve. Non seulement c'est dans la loi, mais c'est aussi dans les décisions concrètes que je prends. La meilleure preuve, c'est que nous sommes en train de déployer les millions de compteurs intelligents sur l'ensemble du territoire national. Mais vous savez bien qu'on peut pas les utiliser sur son smartphone. On peut pas en si ça vous dérange, vous écouterez ce que je vous dis. Ségolène Royal. On ne met pas dans la loi, c'est pas de nature législative de mettre compteurs intelligents. Et pourtant, ça y est. Donc il y a le déploiement des compteurs intelligents. Je viens même d'affecter l'ensemble des marchés publics à 6 entreprises françaises qui fabriquent les compteurs intelligents que nous allons maintenant déployer sur le territoire. Et s'il n'y a pas de tarifs qui vont avec ? Que nous allons maintenant déployer sur le territoire national avec la modulation des tarifs, puisque dans la loi, il y a aussi la réforme des tarifs. Et non seulement il y a la réforme des tarifs, mais il y a aussi le lancement de l'appel à projet des 200 territoires à énergie positive. Ça veut dire des territoires qui aujourd'hui, pour la première fois en France, vont avoir la possibilité de définir leur modèle énergétique, y compris avec de la production d'énergie de proximité, y compris avec des boucles locales de proximité, y compris avec la création de sociétés d'économie mixte que je connais bien, puisque dans la région que j'ai présidée 10 ans, j'ai expérimenté la production locale d'énergie avec une société d'économie mixte régionale, où l'on a produit à la fois sur un territoire du photovoltaïque, de la méthanisation, de l'éolien, de la récupération de chaleur, et donc dans une proximité de territoire, on peut aussi viser des objectifs d'autonomie énergétique, en complément bien évidemment avec le réseau national. Et pour faire cela, nous allons déployer les compteurs intelligents et même les compteurs individuels. Et d'ailleurs, dans le crédit d'impôt de développement durable qui vient d'être voté, vous voyez qu'il y a des moyens financiers d'accompagnement, le crédit d'impôt de transition énergétique qui vient d'être voté dans le projet de loi de finances, les particuliers vont pouvoir justement équiper leur domicile non seulement des économies d'énergie, mais aussi des nouveaux matériels liés à la maîtrise et à la gestion intelligente et citoyenne de l'énergie. Et en parallèle, nous développons ce que l'ADEME a expérimenté, les familles à énergie positive, parce qu'on se rend compte, en effet, qu'avec une gestion de la consommation énergétique, de la commande à distance, ça vous convainc pas, de la consommation énergétique, moi je connais le sujet, donc ça sert. On peut en effet, mais c'est un très bon sujet. Ça sert à bondir. Et moi je sais, je ne suis pas du tout opposée à vous là-dessus. Que c'est pas là-dessus, il n'y a pas d'accord du tout. Et si, je vous donne un exemple très concret, Apolline de Malherbe. On dit que c'est pas dedans, mais si c'est dedans, puisque c'est même déployé. Sur l'ensemble du territoire, plusieurs millions de compteurs intelligents et les entreprises françaises, 6 entreprises françaises. C'est rien qui soit estimé. Je vous donne un exemple très concret que je pense que les téléspectateurs peuvent entendre. Aujourd'hui, vous avez plein de dispositifs imbriqués. Plein, il y en a plein. Il y en a qui ont été créés par le Grenelle, il y en a plein. Le problème aujourd'hui, c'est que si vous êtes un particulier, vous n'avez pas l'offre groupée qui vous permet du même mouvement d'avoir un diagnostic énergétique indépendant, des entreprises labellisées dont vous êtes sûr, et un financement. Un financement qui soit assis sur les économies d'énergie. En aucune manière, c'est proposé par beaucoup les régions qui ont déjà fait beaucoup, les villes ont fait beaucoup. C'est extraordinairement compliqué. Les départements sont déjà engagés, même à droite, les départements l'ont fait. Vous n'avez pas l'offre globale qui vous permet de financer l'ensemble de vos travaux par vos réductions d'énergie. Et de ce point de vue-là, la loi, elle a quelques propositions intéressantes. Je le disais, il y a le tiers garant, il y a des choses de ce genre-là. Il y a pas de tiers garant.
mais je disais, il y a quelques propositions intéressantes. Mais si vous voulez, on n'est en aucune manière quelque chose de positif. au niveau des enjeux. Des critiques là où il y en a pas. On n'est pas au niveau des enjeux. C'est amusant. Et voilà. Un mot sur le nucléaire. Là-dessus, vous disiez tout à l'heure, Ségolène Royal, que ça faisait partie effectivement des éléments sur lesquels vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Oui, même au sein du groupe socialiste. D'ailleurs, c'est pas un clivage droite-gauche, forcément. On vous entendait d'ailleurs sur la question de Fessenheim. Vous en parliez tout à l'heure avec Edwige Chevrillon. On sentait bien que vous estimiez que c'était plus tellement une question politique. Est-ce que vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous estimez que c'est une question politique? C'est d'opposer les énergies les unes aux autres. Et je crois que c'est ça qui... Oui, mais sur la question des fermetures de centrales, sur la question du poids du nucléaire, vous avez dit tout à l'heure que désormais vous estimiez qu'il y avait un certain nombre de décisions précises qui ne devaient pas être prises par les hommes politiques, pas être prises par les hommes politiques, mais plutôt par les experts. Oui, mais avec quand même un pilotage public, puisque le Parlement, pour la première fois, donc, a décidé du modèle énergétique français, donc avec un mix énergétique, un pilotage de ce mix énergétique, une programmation pluriannuelle de l'énergie, et donc des décisions qui seront prises en toute transparence, dans la mesure où c'est quand même l'argent du consommateur, d'électricité, c'est de l'argent public aussi souvent, c'est des choix philosophiques aussi, la question du modèle énergétique. Il y a une articulation entre le national et le local, et les territoires à énergie positive que je lance répondent aux préoccupations que vous évoquiez tout à l'heure, des problématiques. Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que c'est des questions, effectivement, la fermeture de Fessenheim, par exemple, qui doivent être prises par les politiques, ou est-ce que vous estimez, là-dessus vous vous rejoignez, que c'est quelque chose qui dépasse la question des clivages et des politiques? Sur ce sujet, Madame Royal, vous êtes prisonnière des mensonges de François Hollande. Moi, je pense, et j'ai le sentiment... Quelle vous pensez pareil. Propos, ouais. Je pense. Faut changer la politique, vous savez. Je pense que les questions de sûreté nucléaire ne doivent pas être prisonnières des enjeux partisans et politiciens. Je pense que c'est très dangereux quand on mélange, par exemple, un accord politique entre les Verts et le PS et des questions de sûreté nucléaire. Je pense qu'on ne peut pas dire à notre autorité de sûreté nucléaire, nous avons la chance d'avoir une autorité indépendante de grande qualité. On ne peut pas leur dire, travaillez sur les centrales et la sûreté des centrales. Nous respectons votre travail et en même temps dire, la question de la fermeture des centrales, ça se discutera dans le secret d'un bureau entre François Hollande et Cécile Duflot. Et pourtant, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et je pense que c'est incompréhensible. Et j'ai l'impression qu'en fait, quelque part, vous êtes d'accord avec moi, mais naturellement, vous ne pourrez pas le dire. Ségolène Royal. Je pense que vous n'avez ni lu la loi, ni vu ce qui s'était passé. Vous rabâchez des choses politiciennes avec des propos relativement violents qui n'ont pas leur place dans un débat de ce niveau-là, notamment sur l'avenir et de notre modèle énergétique et sur l'avenir de la planète. Parce qu'au bout du compte, si nous faisons tout cela aussi, c'est pour diminuer le réchauffement planétaire et pour que le réchauffement planétaire ne dépasse pas 2 degrés à la fin du siècle. C'est un enjeu majeur, c'est un enjeu de survie. Est-ce qu'à la fin des fins, ça se décidera entre François Hollande et Cécile Duflot, mais pas du tout. Pas du tout. Au contraire, dans cette loi, j'ai renforcé les pouvoirs de l'autorité de sûreté nucléaire. Le conseil d'administration d'EDF aussi, maintenant, va travailler en transparence. La programmation pluriannuelle de l'énergie sera posée au Parlement, donc les choses vont se discuter. On sort du tabou sur l'énergie nucléaire où pendant des années, il était interdit d'en parler. Pour la première fois, l'Assemblée a été amené à débattre de la question du nucléaire. Et moi, j'ai considéré, au départ, on m'a dit, il ne faut pas mettre le nucléaire dans la loi, ça va polluer les choses. Mais j'ai dit si. Et nous sommes aujourd'hui le seul pays à avoir posé l'ensemble des sujets concernant l'ensemble des énergies. Et mon souci, ça n'a pas été de m'aligner sur les Verts. Les Verts sont pour la sortie du nucléaire. Est-ce que dans cette loi, il y a la sortie du nucléaire? Non. Alors, évitons de caricaturer. Donc, j'ai voulu, au contraire, ne pas opposer les énergies les unes aux autres. Le nucléaire reste une des bases, bien sûr, de notre système énergétique, mais il est ramené à sa juste proportion, parce qu'il va passer de 75 à 50% de la production d'électricité. Justement. Et donc, les énergies renouvelables vont pouvoir monter en puissance ainsi, comme le disait Nathalie Kosciusko-Morizet tout à l'heure, que les économies d'énergie, la lutte contre le gaspillage, qu'on appelle la performance énergétique. Nathalie Kosciusko-Morizet. Justement, aujourd'hui, on a 75 à 80% de nucléaire. Si on passe à 50%, ça veut dire réduire d'un tiers, en fait. Et même plus, si on espère réduire la consommation d'énergie totale avec les économies d'énergie. Mais en tout cas, réduire au moins d'un tiers. 50%, c'est un projet pour 2025. C'est demain, c'est dans 11 ans. Une centrale nucléaire, ça ne se ferme pas comme une épicerie.
Alors, quelles sont les centrales nucléaires, ou au moins combien en ferme-t-on d'ici 2025? Parce que depuis le début du débat, et encore tout à l'heure dans votre émission, je vous ai entendu, à chaque fois qu'il y a une question, vous dites « on va voir ». Je renonce à l'écotaxe et puis on verra par quoi on le remplace. Et puis Fessenheim, on va voir. Mais là, il faut voir vite si on veut avoir fermé un tiers des centrales d'ici 2025. Combien est-ce qu'on en fait? Ça sera l'objet. Il faut monter en puissance sur les énergies renouvelables. Il faut monter en puissance sur les économies d'énergie. Et année après année, il y aura une programmation pluriannuelle. On a ou est-ce qu'on fait juste monter le reste? Non, on a plafonné, je l'ai dit tout à l'heure, on a plafonné la capacité de production. Et donc, quand de nouveaux réacteurs vont ouvrir, des réacteurs fermeront. C'est assez simple. Quand Flamanville, comme les 2 réacteurs de Flamanville... Oui, c'est ce qui est prévu dans la loi. Donc, ça veut dire qu'on reste à 75% en fait. Si c'est votre souhait, vous assumez. Mais c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Si on fait des réductions d'énergie... et que par ailleurs on garde le même nombre de gigawatts. Non, parce qu'entre-temps on monte aussi sur le renouvelable, ça vous a pas échappé. Donc en pourcentage, ça veut dire qu'on ne fait pas d'économie d'énergie. Ça veut dire que si, les économies d'énergie, la montée en puissance du renouvelable, donc forcément en pourcentage, la part du nucléaire diminue. Et donc il faut fermer les centrales nucléaires. Pourtant vous devriez suivre ce genre de règle de 3. Il faut fermer les centrales nucléaires, donc vous pouvez nous dire combien de centrales nucléaires vous fermez? Il faut fermer, on a plafonné. Au fur et à mesure, on a fermé au fur et à mesure où les autres ouvrent, et ensuite au fur et à mesure où nous programmons de façon pluriannuelle l'énergie, le mix énergétique, mais je vous invite à relire la loi, et si vous êtes toujours à l'Assemblée, vous aurez votre mot à dire aussi en termes de transparence, parce qu'il y aura un rapport devant le Parlement, pour savoir effectivement comment est-ce qu'on monte en puissance sur le renouvelable, et donc comment est-ce qu'on gère la part du nucléaire. On n'aura pas de chiffres. Si vous gardez 63 gigawatts, ça veut dire vous gardez 63 gigawatts, vous fermez relativement peu de centrales, seulement autant qu'on en met de nouvelles en service, mais ça veut dire que vous passez pas à 50% nucléaire. Ou alors vous en fermez beaucoup. Faut pas tout mélanger. Ou alors vous en fermez beaucoup. On parle de l'électricité dans les 50%. Nathalie Kosciusko-Morizet, Ségolène Royal, la loi travailler un peu. Je voudrais vous entendre sur un des tabous qui a sauté cette semaine, sur les allocations familiales. Les allocations familiales qui jusqu'à présent étaient versées de manière universelle vont être modulées en fonction des revenus. Nathalie Kosciusko-Morizet, est-ce que vous estimez que c'est une évolution nécessaire? Non, moi je suis contre. Et je vais vous dire, la première raison pour laquelle je suis contre, c'est que je trouve que la politique familiale, c'est une des grandes politiques qui marchent dans notre pays. Il y a tellement de choses qui ne marchent pas. Si le gouvernement pouvait, une fois, s'attaquer à ce qui ne marche vraiment pas et laisser tranquille ce qui marche. On a un modèle dans lequel les femmes ont en moyenne 2 enfants. On est un des derniers pays européens où il y a 2 enfants par femme. Et en même temps, les femmes travaillent. On a un modèle dans lequel les femmes travaillent et ont des enfants. C'est pas le cas dans tous les pays européens. Allez en Allemagne, quand une femme a des enfants, on lui fait la pression pour qu'elle arrête de travailler. Nous, on a un modèle particulier. Moi, je souhaite qu'on le garde. N'allons pas le casser. J'ajoute autre chose, c'est que attaquer les allocations familiales, l'universalité des allocations familiales, c'est mettre le doigt dans un engrenage dont on ne sait pas où il s'arrête. Parce que derrière, par exemple, il y a la Sécu. Tout ça, c'est un pacte national qui est issu du Conseil national de la résistance, auquel moi je suis très attachée. Et je déplore que le gouvernement aujourd'hui s'y attaque. Ségolène Royal. Oui, j'entends bien les attaques de l'UMP sur ce sujet-là. Je crois qu'il y a eu là en ce moment un débat au Parlement. Le gouvernement essaye de faire au mieux, de sauvegarder l'universalité tout en mettant sous condition de ressources dans un système, est-ce que là, c'est un peu bancal, dans un même contexte à vos yeux, où c'est vrai où la dépense publique doit être maîtrisée. Est-ce que c'est complètement injuste, honnêtement, de pouvoir moduler les allocations familiales en fonction du revenu? Non, c'est pas totalement injuste. Alors, voilà, François Hollande lui-même était plutôt hostile à l'idée d'y toucher. Écoutez, il y a un débat avec les parlementaires. C'est ça aussi la démocratie. Mais donc, ils ont préféré rétablir les les primes de naissance et moduler les allocations familiales. Donc ils ont réparti les économies à faire de façon différente. Et moi je trouve ça bien quand un gouvernement... À titre personnel, vous avez été ministre de la Famille, vous n'y avez pas touché à l'époque. Est-ce que vous estimez quand même... Moi je suis solidaire de ce que fait le gouvernement. Mais voilà, mais là, c'est pas le gouvernement en l'occurrence, c'est effectivement le Parlement. Oui, mais à partir du moment où l'universalité est maintenue, c'est-à-dire où toutes les familles, quel que soit leur niveau de revenu, vont continuer à percevoir des allocations familiales, même si les familles les plus aisées en toucheront moins,
honnêtement, je pense qu'il faut être raisonnable, être juste aussi dans les critiques. Et admettre que l'universalité est maintenue puisque tout le monde continuera à percevoir des allocations familiales, mais que ceux qui sont les plus riches en percevront moins. C'est pas non plus le drame qui est décrit aujourd'hui par l'opposition. Je suis pas d'accord avec ça pour les raisons que j'ai dites, et j'ajoute que ce qu'on voit, ce qui me frappe, c'est que le gouvernement en fait recule devant tous les lobbies, toutes les manifestations, les camionneurs, les pilotes à français, sauf les familles. Finalement, depuis le début de ce quinquennat, à chaque fois qu'il y a de l'argent à prendre quelque part, c'est vers les familles, le quotient familial, les allocations familiales. Et je trouve ça dommage parce que vraiment la politique familiale, c'est une des politiques qui marche dans notre pays. Il y a bien d'autres choses dans la politique familiale. La conciliation vie familiale, vie professionnelle. Je crois que si effectivement le taux de naissance et de natalité est moins élevé en Allemagne, c'est pour bien d'autres choses que pour les allocations familiales. C'est bien, par exemple, c'est parce qu'il y a une tradition de conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, parce qu'il y a des écoles maternelles en France qui n'existe pas en Allemagne. En Allemagne, la scolarisation des enfants commence à l'âge de 6 ans. En France, à l'âge de 3 ans et même parfois avant, il y a l'école publique gratuite et obligatoire. La totalité des prestations familiales en France, c'est 4 milliards et demi d'euros. Oui, on peut faire garder ses enfants. C'est 4 milliards et demi d'euros. Donc ne disons pas non plus que la politique familiale est réduite à néant. C'est très politicien. Mais justement sur ces questions-là, les questions simplement aussi d'être femme qui travaille, mais femme en l'occurrence en politique. Vous êtes toutes les deux pas mal exprimées là-dessus. Vous avez toutes les deux un statut d'une certaine liberté, même si vous pesez chacune dans votre camp. Vous, Ségolène Royal, vous l'avez redit tout à l'heure d'ailleurs, vous avez redit le sexisme n'est pas mort. Et vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, sans parler véritablement de sexisme, vous avez quand même toujours dit que on vous en demandait sans doute un peu plus, qu'il y avait un comportement parfois difficile chez vos adversaires. Et même dans vos propres familles. Est-ce que là-dessus, c'est un point sur lequel on peut estimer que vous seriez d'accord? Moi, je voudrais vous dire, ça m'a touché ce que Ségolène Royal vous avez dit tout à l'heure sur la photo dans Paris Match avec votre fille. Parce que... Oui, Ségolène Royal qui tout à l'heure a dit que la photo en plus de vous, vous-même, vous aviez posé aussi dans Paris Match enceinte, était une belle photo. Ça m'a... C'est très gentil, merci. Je tiens à dire quand même qu'il y a eu un échange de compliments. Oui, mais ça m'a touché parce que c'est vrai que c'est un problème et je suis d'accord avec ça. C'est quand vous êtes une jeune mère ou quand vous êtes une femme enceinte, ça se voit, donc vous êtes obligé d'en parler. Et en même temps, en politique, vous ne savez pas comment en parler. Les gens vivent ça comme une étrangeté, ils vous renvoient à une forme d'étrangeté. C'est compliqué et on aimerait que notre société, parfois sur ces sujets, notre société politique, parce que je crois que la vie politique est en retard là-dessus, soit plus mûre. Alors là-dessus, peut-être que ça dépasse les clivages et qu'on va pouvoir vous mettre d'accord. C'est pas faux. Je pense que peut-être avoir un autre discours un peu plus opérationnel. C'est pour ça que je regrette que dans ce débat, vous ayez aussi eu des propos à la fois politiciens, vous parlez des mensonges. Je regrette tellement que vous n'ayez pas dit les choses sur les quotages parce que je suis convaincue que vous étiez pour. Je suis convaincue qu'on vous l'a imposé. C'est dommage que vous n'ayez pas voté cette loi. Je pense que vous avez de la... Ça aurait eu du panache. Je pense que vous avez de la conviction écologique et je suis convaincue qu'on vous a imposé. Mais l'écologie ne se réduit pas aux taxes ni à une écotaxe. Vraiment, faut pas réduire, ne réduisez pas le sujet. C'est important, surtout quand on se prépare à faire payer les Français à la place des pollueurs. Ne revenez pas toujours sur ce sujet. Vous voyez, ça aussi, c'est politique. Élargissez. Parce que là, on vous a posé une question sur les enfants et boum, vous nous parlez de l'opposition énergétique. Non, on nous parle de la question sur les femmes en politique. Et je pense que les femmes en politique, justement parce qu'on est moins nombreuses, elles doivent être moins politiciennes. Et c'est pas ce que vous faites. Moi, je pense qu'elles doivent être compétentes et répondre aux questions. C'est ma façon de voir les choses. Parce que je pense que le procès qui est fait perpétuellement aux femmes, qui est un procès d'incompétence, on ne le contrera pas en disant, en faisant un concours de je sais pas quoi, on le contrera en étant compétente et en répondant aux questions. Et je pense que quand vous répondez pas franchement à des questions comme la question sur le nucléaire ou la question sur l'écotaxe, en fait, vous n'aidez pas la cause des femmes. J'ai répondu, ce n'est pas les réponses que vous estimez justes, mais j'ai répondu à partir... Et moi, je suis aux responsabilités, donc vous verrez que les actions sont là. Là, il y a une loi sur la transition énergétique qui n'a jamais été faite, qui est faite en peu de temps. Donc reconnaissez-le. Reconnaissez-le, c'est une avancée. Tous les pays européens, vous êtes la seule à le penser. Tous les pays européens, même les ministres européens qui ne sont pas de ma sensibilité politique, tous ont téléphoné, ont appelé, ont demandé le texte de loi. Mais Madame Royal, vous enjolivez pas un peu les choses. Non. La même semaine, vous avez le président du comité de fiscalité verte qui démissionne. Il démissionne en disant que vous le prenez même pas au téléphone. Mais parce qu'il bosse depuis des mois et vous le prenez même pas au téléphone. Il démissionne en disant j'en peux plus. Vous vous trompez, je l'ai reçu. Au cours de son exercice. Ségolène Royal, Nathalie Kosciusko-Morizet, on fait la conclusion de ce débat dans un instant avec Annabelle Roger qui nous rejoindra et qui a écouté tout ce débat et qui va tirer encore un peu plus les ficelles à tout de suite.
C'est l'heure de l'after RMC. Bonsoir, Amel Roger. Bonsoir. Et en l'occurrence, c'est un after débat. Absolument. Mesdames, vous êtes d'accord sur une chose, au moins, j'ai envie de dire, c'est l'unité nationale. On vous réécoute. Sur les questions de lutte contre le chômage, il devrait y avoir une unité nationale. Sur les questions de préparation de la mutation écologique, on pourrait avoir une unité nationale. Et cela, je pense que la politique française devrait retrouver un certain nombre de marques fortes. En effet, moi je trouve que l'écologie, ça devrait dépasser les clivages. Eh bien alors, qu'est-ce que vous attendez, Nathalie Kosciusko-Morizet, puisque vous êtes dans l'opposition? Bref, j'aurais souhaité que Mme Royal vote la charte de l'environnement, mais elle ne l'a pas fait. Bon, c'est un combat sur certains sujets. Moi, je crois que c'est un combat auquel il ne faut pas renoncer. Et en même temps, c'est un combat qui est difficile. Vous voyez, moi, je m'étais beaucoup battue comme jeune députée pour que la charte de l'environnement soit votée à l'unanimité. Et en fait, au dernier moment, les clivages politiciens avaient repris. Il y avait dans mon camp d'ailleurs des gens qui n'étaient pas pour, qui finalement l'avaient quand même voté par discipline. Et il y avait dans le camp d'en face des gens qui étaient pour. Et je suis sûre, Mme Royal, que vous étiez pour et qui n'avaient pas voté. J'étais pas à l'Assemblée. Alors, j'étais présidente de région et comme je suis pour le non-cumul des mandats... à l'Assemblée. La charte de l'environnement. En quelle année? C'était en 2005. Oui. Vous étiez députée. Ségolène Royal, en tout cas, oui, je vous assure. En tant que ministre, est-ce qu'il n'y avait pas des pas supplémentaires à faire vers l'opposition pour tenter de réconcilier? Oui, mais la main tendue, comme celle que j'ai faite. D'ailleurs, les centristes, finalement, en s'abstenant lors du vote de cette loi, je pense que c'était bien, c'était bien de le faire. Et donc, sur certains sujets, bien évidemment, qu'il fallait faire alliance sur l'enjeu, sur les perspectives. Regardez, la France va accueillir l'année prochaine la COP21, c'est-à-dire la conférence Paris-Climat. C'est une chance extraordinaire. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de pays qui étaient candidats pour recueillir ça après l'échec de Copenhague, où les pays du monde n'ont pas su se mettre d'accord sur des stratégies. Mais ils y arriveront cette fois-ci ? Je l'espère. C'est indispensable. Là, si à la conférence Paris-Climat, il y a un échec, alors la planète est mal partie. Et donc sur ces échéances-là, comme prochainement au Conseil européen, là, les 24 et 25 octobre, où j'espère aussi que les pays européens vont se mettre d'accord sur l'objectif de réduction de 40% des gaz à effet de serre. C'est un enjeu crucial, car l'Europe doit montrer l'exemple. Et sur ces sujets, sur ces échéances-là, j'espère qu'il y aura une unité nationale au moment de la préparation. Je le dis très clairement, je soutiens Mme Royal pour qu'elle soit le ministre en charge de la COP21. Du temps de Nicolas Sarkozy, c'était le ministre de l'écologie qui était en charge des négociations climat, et c'est une bonne chose. Parce que ce soit le ministre des Affaires étrangères, comme c'est le cas aujourd'hui, on l'a repris et on l'a mis au ministre des Affaires étrangères. Alors c'est Laurent Fabius. Bon, que ce soit le ministre des Affaires étrangères qui soit en charge, c'est pas lui faire, voilà, il est beaucoup moins motivé par les questions d'écologie, c'est naturel, et je trouve que c'est beaucoup moins fort. Donc vraiment, je souhaite que ça puisse être Nathalie Kosciusko-Morizet, au premier plan. C'est pas pour Mme Royal, je trouve que c'est le rôle du ministère de l'écologie. Je trouve que c'est dommage que François Hollande lui retire ses prérogatives. Il ne m'a rien retiré du tout, on travaille ensemble. La preuve, c'est que l'autre jour, j'étais à la conférence des ambassadeurs. Qui était en charge, maintenant c'est le ministre des Affaires étrangères. Je ne suis pas dans des rapports de pouvoir, c'est dépassé cette façon de faire la politique. On travaille en équipe. C'est un sommet de l'ONU. Donc le ministre des Affaires étrangères a un rôle absolument crucial. C'est un sommet sur le climat. Donc la ministre de l'écologie a un rôle crucial. Vous avez participé comme moi à le chef de gouvernement, il y aura les chefs de... Mais j'y participe aux négociations climatiques. Il a un rôle très important. Mais moi, j'ai pas de problème de rapport de force. Et là, c'est Laurent Fabius qui va présider. Mais j'ai pas de problème de préséance. C'est pas une question de préséance, c'est une question d'efficacité. Eh ben nous, on travaille en équipe, figurez-vous. On n'arrivera pas à les mettre d'accord. J'étais prête à soutenir Mme Royal les revendications de compétences, de chasse gardée. C'est vraiment ma façon de fonctionner. Deuxième extrait, mesdames. Concrètement, vous avez débattu longuement sur les compteurs intelligents et sur le numérique tout à l'heure. On vous réécoute. On ne met pas dans la loi, c'est pas de nature législative de mettre compteurs intelligents. Et pourtant, ça y est. Donc il y a le déploiement des compteurs intelligents. Je viens même d'affecter l'ensemble des marchés publics à 6 entreprises françaises qui fabriquent les compteurs intelligents. Vous l'avez bien expliqué. Alors Ségolène Royal, elle est de mauvaise foi, Nathalie Kosciusko-Morizet, sur ce sujet? Elle a peut-être pas bien regardé et le contenu de la loi et surtout les actions concrètes qui l'accompagnent, puisque, y compris dans les appels à projets, donc y compris sur le déploiement des compteurs intelligents, sur les aides apportées aux investissements d'avenir, sur les filières du futur dans les industries du futur, sur l'appel à projets des 200 territoires énergie positive qui vont être prioritairement
anticiper ce déploiement-là est en train de se... Et je voudrais rajouter une chose. Quand on dit que rien n'est fait, etc., bon, pour des raisons un peu politiciennes, mais il faut faire attention quand on dit cela, parce qu'il y a des régions qui font un travail formidable, il y a des villes qui font un travail formidable. Et ce que j'ai voulu faire dans cette loi, c'est pas comme ça une loi venue abstraitement, c'est une loi qui a généralisé les bonnes pratiques et qui va leur donner un nouveau souffle et qui va les accélérer, y compris celles que j'ai réalisées dans ma propre région. Il se trouve surtout que moi je connais très bien le sujet parce que j'ai été à la fois ministre du numérique, ministre de l'écologie, et je me suis toujours beaucoup préoccupée de toutes les technologies qui apparaissaient au frottement entre le numérique et l'écologie. Moi, je pense que l'avenir de l'écologie est là, mais même que l'avenir de notre modèle économique est là. Je pense qu'il y a beaucoup d'emplois, qu'il y a beaucoup d'innovations à créer à cet endroit-là. En frottement entre les technologies numériques et l'écologie. Utilisation du numérique pour maîtriser les flux d'énergie et de matière qui traversent notre quotidien. Or, non, la loi est absolument pas à la hauteur de ce qu'il faudrait et de ce qu'on pourrait faire. Et aujourd'hui, ce sont des pays comme, tenez, en Asie, il y a des choses incroyables qui se font dans ce domaine-là, et c'est dommage qu'ils sont en train de créer ces nouvelles technologies qui sont les technologies d'avenir et qui sont créatrices d'emplois. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes dans votre loi et dans votre politique, c'est que la question de l'emploi, on s'en occupe assez peu. On a évoqué l'écotaxe tout à l'heure, on aurait pu parler de ce qui arrive aux salariés. Arrêtez de dire qu'il se passe des choses formidables en Afrique, en Asie. Il y a aussi des choses formidables en France, et notamment sur ces sujets-là. Bonjour, je visitais l'entreprise Schneider Electric. C'est exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez que le patron est parti là-bas ? Ils sont en train, mais pas du tout, le Schneider Electric c'est en France. Mais vous savez que le patron est parti là-bas ? Mais il est parti peut-être se former, il est revenu. Ségolène Royal, Nathalie Kosciusko-Morizet. Ça se fabrique Arrêtez de dénigrer tout le temps la France, les entreprises françaises. Le French bashing sur ce plateau. Le French bashing sur l'écologie, c'est pas bon. Ségolène Royal, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous avez débattu pendant cette heure-ci. On a vu qu'on avait du mal à vous mettre d'accord. Est-ce que vous pourriez, pour clore ce débat, quand même donner chacune une qualité que vous appréciez chez votre adversaire, Ségolène Royal? Une qualité, quand elle tient tête à son parti et qu'elle décide en liberté, ça lui est déjà d'ailleurs arrivé. Et dans ces moments-là, je trouve que c'est bien. Et vous, Nathalie Kosciusko-Morizet? Moi, j'aime bien le côté... J'aime bien la liberté que prend Ségolène Royal avec... Oui, peut-être. Finalement, vous appréciez... C'est ce que vous vouliez. Non, mais finalement, j'entends que c'est la même... J'entends que c'est le même mot qui revient chez l'une comme chez l'autre. La liberté. Merci infiniment d'avoir débattu avec nous ce soir. Vous retrouvez dans un instant Christophe Ondelat pour le 20h Week-end. Merci.